Alléluia. Bon, merci. Moi, là, je suis porteuse d'un message premier, qui est celui des sciences cognitives inactives. C'est le point de départ de cette affaire, qui postule que tant qu'on n'a pas fait les choses, on ne les connaît pas. Alors, pour vous mettre dans l'ambiance, je vous suggère de vous lever, de changer la position de ces sièges qui sont dans l'optique du cerveau ordinateur qui reçoit un message de l'extérieur, et de bien vouloir vous faire un cercle comme vous pouvez, comme vous avez fait, et puis dans cette conversation. Allez. Ça montre bien que ce que je veux dire, que la connaissance se fait en marchant. Alors, peu importe moi d'où je viens, ce que j'ai fait, etc. Mais néanmoins, si je veux traduire le temps de ce projet de venir ici et d'avoir voulu converser avec vous, je peux prendre un point de départ arbitraire et dire que c'est quand un tel m'a contacté sur LinkedIn, qu'il m'a proposé de parler des actions parce qu'il voit il avait lu que, etc., etc. Je peux prendre ce point et alors on va faire un catalogue de prendre un point de départ arbitraire et faire quelque chose de hiérarchique. Mais je peux aussi prendre un autre point. C'est-à-dire que je vais penser que si je suis là, c'est parce que je partage des valeurs avec des personnes qui se retrouvent tout au long de la conversation que j'ai eue avec eux, ou bien simplement dans mon chemin d'apprenance. Alors, si je prends un point de départ de cette histoire, je peux dire que j'ai été professeure à l'école de commerce de Rennes, et on m'a donné toute la liberté que je voulais pour initier les élèves à quelque chose que je voulais mettre en scène, c'est-à-dire que je voyais dans mon environnement un monde qui arrivait déjà il y a une vingtaine d'années, qui était imprévisible quasiment, de plus en plus complexe, et je m'interrogeais sur quels étaient les savoirs à faire passer, à travailler, à nourrir ces étudiants pour qu'ils fassent face à un monde en perpétuel changement. C'est quoi ces connaissances? Eh bien, en parallèle, j'avais fait la connaissance de personnes qui me répondaient à ces questions personnelles, qui était Henri Laborie, que vous connaissez certainement, le biologiste qui parlait de la biologie du comportement, qui était réductionniste, qui était qualifié de réductionniste à l'époque, et à la même période, je pouvais lire les travaux de Francisco Varela, qui est celui qui a apporté les connaissances en auto-organisation des systèmes complexes, et qui était, disons, pas lui, mais en porte-à-faux avec le point de vue réductionniste de Henri Laborie. Donc j'avais cette nourriture d'un côté, ce questionnement personnel, et j'avais de l'autre côté un propos, le but d'un enseignant qui est de former des élèves. Mais les former à quoi? Puisqu'on est dans un monde imprévisible, les qualités qui me sortaient, qui naissaient dans mon esprit, c'était qu'il fallait être autonome. Faire face à l'imprévu, faire face à l'inattendu, c'était ça, ces qualités. Alors, c'était quoi l'autonomie? Donc là, j'avais quand même des sources, une façon de procéder personnelle qui était historiquement inscrite parce qu'à l'origine, je suis professeure d'éducation physique. J'ai un CAPES d'EPS. Et ce CAPES d'EPS, étudié en France, a, éclairé une pratique personnelle que j'ai vécue en Afrique du Nord, à Alger, où la façon de vivre et d'être au monde, un environnement, n'est pas celle que j'ai découvert en France, bien que née en France.
Donc tout à fait prédisposé à être toujours entre des cultures, entre des façons de percevoir. Je me positionnais dans ma culture, dans ce cercle où il faut faire une action que j'observais, je voyais surgir un phénomène et je l'expliquais à ma façon, ou à la façon d'autres personnes. Et ce chemin-là, j'ai compris qu'il était extrêmement bénéfique pour moi, et je l'ai retrouvé en parallèle lorsque j'ai côtoyé Henri Laborie, qui lui disait que les enseignants n'étaient pas qualifiés pour enseigner parce qu'ils ne connaissaient même pas le fonctionnement de leur propre pensée. Quand je suis arrivée ici, je dis bravo, enfin quelqu'un qui parle de quelque chose d'intéressant. Et je suis allée le voir, il m'a ouvert sa porte. Je lui ai expliqué que dans ma pratique de professeur d'éducation physique, courir, sauter, lancer, ce n'était pas tellement intéressant. Pour moi, c'est bien que, mais que je voulais savoir à quoi ça sert de faire de l'éducation corporelle, j'appelais corporelle. Pour moi, quand je vais accoucher, oui, ça me sert. Quand je vais être stressée, comme aujourd'hui, oui, ça sert, il va falloir que je bombe. Donc, expliquez-moi, d'abord vous, Laborie, ce que je ne sais pas et ce que je dois dire aux enseignants. Quand il m'a ouvert sa porte, j'ai de superbes entretiens historiques avec cette personne qui m'a donné son éclairage, qui continue à être travaillé sur un site que je vous recommande qui s'appelle L'éloge de la suite, créé par un chercheur jeune chercheur en biologie qui est au Canada, L'éloge de la suite. Et cette rencontre avec Laborie quand même m'a propulsé et m'a conforté dans mon désir que la connaissance surgissait bien de l'action. Je la pratiquais en faisant du tennis à 45 balles de match. Personne ne peut me dire ce que je dois faire pour conclure le match. Il y a bien quelque chose qui se passe à mon insu, à l'insu de ma conscience, qui fait que je trouve une solution viable ou pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc, forte de cette rencontre avec Laborie, cette nourriture particulière que je mettais en scène, que j'observais, je voyais surgir des phénomènes de la biologie du comportement et qui avaient une explication, la mienne et celle de Laborie, j'ai croisé par ma curiosité ce que disait dans un livre qui s'appelle L'invention de la réalité de Paul Watzlawick, tout ce courant de Palo Alto que certains connaissent, qui commençait à travailler sur la connaissance, les sciences cognitives et cette circulation de la connaissance à travers beaucoup de disciplines, puisque vous savez quelles sont les cinquantaine d'années, c'est seulement assez récent, ces sciences cognitives. Et c'est l'intelligence artificielle qui est au cœur de cette affaire qui a fédéré un questionnement sur qu'est-ce que c'est que l'esprit. Pour la première fois, on s'est intéressé au fonctionnement de l'esprit à travers l'intelligence artificielle, les neurosciences, la psychologie cognitive, la philosophie et la mathématique. Donc cette circulation à travers les connaissances, déjà, me mettait en parallèle avec ma démarche modeste qui consistait à agir et à circuler dans ma propre connaissance et ma propre connaissance partagée avec les autres. Voilà donc ce chemin où j'ai abouti maintenant à la rencontre de Francisco Varela, qui était là en France, lui aussi, très près de chez Henri Laborie, et qui a accepté aussi de m'ouvrir sa porte parce qu'il avait compris que, en tant que professeur d'éducation physique, je mettais l'expérience au cœur du questionnement, l'expérience en première personne. Celle d'un professeur d'éducation physique modeste qui n'est pas très reconnu en France. D'ailleurs, on a perdu le nom de prof d'éducation physique. J'ai voulu écrire un article là-dessus. On ne parle plus que de coach. Vous s'interrogez pourquoi la société parle des coachs et ne parle plus des profs d'éducation physique. C'est une autre question. Bref, cette correspondance, cette convenance de questionnement entre mon propre questionnement, ma pratique personnelle et ce que venait de déclarer fortement Francisco Varela dans ses écrits, m'a fait donner, ma mise en marche pour qu'ils se rencontrent. Henri Laborie et Francisco Varela et deux personnes de la mission Serre, Michel Serre, qui étaient chargés de penser de la connaissance d'avenir, l'éducation d'avenir,
Nous nous sommes réunis chez Henri Laborie et nous avons échangé. C'est un film que vous pouvez voir en partie d'ailleurs sur ce site Éloge de l'Afrique. La suite, c'est vraiment un temps historique. On est passé du concept d'information ingénieur, je vous parle, il y a quelque chose qui rentre dans votre esprit, qui est reconstitution de ce que je suis en train de dire et qui vous comparez à ce que je dis, cette notion-là, c'est ce que je remets en cause. Le courant des sciences cognitives et natives remet en cause sévèrement. Et c'est ce qui est vu d'ailleurs dans le film où Henri Laborie et Francisco Varela se disputent, s'opposent, et là il y en a un qui dit, je suis là pour dire, puisque c'est filmé, en quoi je suis fondamentalement opposée à cette notion de il faut connaître le cerveau pour comprendre la notion de comprendre l'esprit, et les neurotransmetteurs en particulier. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça, et ma formation, disons mon apprentissage, mon apprenance, c'est à émerger de cette situation où j'ai pu faire des expériences à l'école de commerce qui mettaient en scène cette apprenance du chaos, parce que c'est au bord du chaos qu'on est créatif. Donc, allez, faisons des expériences, et c'est l'objet du livre que je vais découvrir, où la connaissance est apprise en marchant. Alors, qu'est-ce qui m'a séduit dans cette rencontre avec cette société? Eh bien, c'est que les savoirs, bon, vous avez compris. Est-ce qu'on peut faire passer oui, alors vous avez compris à vous. Voilà ici Francisco Varela, voilà Henri Laborie, que certains connaissent peut-être, et voilà les deux ingénieurs, les deux personnes, philosophes et mathématiciens qui avaient à l'époque créé un logiciel qui s'appelle les arbres de la connaissance. Vous connaissez? Vous n'avez jamais entendu parler? C'est un logiciel qui permettait qui était proposé à des sociétés banques, etc. Par exemple, il y en a une personne pour acquérir des brevets ensemble à partir des compétences de chacun. Je sais tripoter, vous savez faire démonter un bateau, on s'échange des savoirs et on gravit comme ça les marches de l'arbre de la connaissance en compétences. Donc ces gens déjà avaient mis j'avais souhaité que tous ces gens se parlent. Et parce qu'il y avait l'intelligence déjà artificielle au cœur de cette discussion. Et donc, historiquement, c'est quand même intéressant de comprendre d'où on vient, de cette discussion entre le concept d'information vu de l'extérieur. L'image suivante, c'est celle-là, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui rentre, concept d'information, qui rentre dans un autre monde, qui le redécompose dans sa tête, qui le fait éclater dans son cerveau et qui le restitue des images adéquates à tout le monde. Ça, c'est la notion de l'ordre du concept d'information avec le concept de cerveau-ordinateur. L'esprit, est un logiciel, le corps et le cerveau, un ordinateur. Ça, c'est pas le point de vue des biologistes, puisque je le répète qu'Henri Laborie, les deux étaient biologistes. Je dis étaient parce que, évidemment, Henri Laborie est décédé, vous savez peut-être, c'est lui qui a fait Mon oncle d'Amérique, le film avec Alain Resnais. Vous avez vu certains que je pose, par la biologie du comportement. Et Francisco Varela, il s'est opposé ce jour-là, je vous dis, pour dire non, le cerveau n'est pas un ordinateur. J'avais eu l'astuce de faire dans cette conversation venir un psychanalyste qui enseignait la thérapie familiale avec le regard, l'éclairage des sciences cognitives de Varela, donc de l'auto-organisation des systèmes complexes. Et cette personne, qui a écrit un livre très intéressant que je vous conseille, qui s'appelle Si tu m'aimes, ne m'aimes pas, a échoué à faire converser ces deux positions sur la nature de la connaissance. Ils se sont fermés, ils se sont bloqués, et il n'a pas pu, parce qu'ils n'avaient pas les connaissances adéquates à l'époque, c'est dans mon livre, pour faire évoluer la discussion. Nous n'avions pas les compétences pour le faire, ni les uns ni les autres. Donc, voilà donc l'intérêt de cette distinction que j'affirme. C'est mon point de vue, le point de vue de la biologie. Je ne veux pas concevoir que je suis dans la notion du non-vivant, du matériel,
je suis dans le vivant et je vais vous dire en quoi nous sommes dans un monde que nous façonnons en marchant. Je ne vais pas être long. 4 phares pour l'avenir des sciences cognitives, c'est l'héritage de Francisco Varela, qui avant de mourir, grosso modo, bon évidemment nous étions très amis parce qu'il a rarement vu quelqu'un qui ose se risquer dans l'inconnu pour pratiquer les concepts avant de les comprendre. C'est quand même cette philosophie. Et il est décédé, n'en parlons plus. C'est triste. C'est comme ça. Donc, pour passer à ce concept de l'image de l'autonomie, tu peux revenir, Johan, sur la guerre du tableau. Donc, mon point de vue, là, c'est s'immerger, on s'immerge du point de vue de mon parti pris des sciences cognitives, on est dans le tableau que l'on crée en marchant. Voilà. Comme dans la galerie du tableau. La théorie de l'énaction, je vous lis, c'est tout simplement, dans la théorie de l'énaction, énacter, ça veut dire to enact, évidemment, faire surgir la connaissance en marchant. Le sujet percevant, le sujet qui perçoit, guide ses actions dans des situations ponctuelles, étant donné que les situations changent constamment à cause de l'activité du sujet percevant. Le point de départ n'est plus dans un monde préexistant, indépendant du sujet percevant, mais dans la structure sensorimotrice de l'agent cognitif. Voilà. Alors, que représente pour moi l'action de s'immerger dans un monde? Je résume, cette vision du concept d'information computationnaliste prend un point de départ extérieur pour le reconstituer à l'intérieur de l'esprit, alors que du point de vue des sciences cognitives et natives, nous faisons surgir un monde en faisant. Quelles sont mes valeurs, mes croyances? Eh bien, pour moi, pour le courant que je porte et que j'essaye de passer à ma mesure et modestement, il faut mettre le vivant au cœur de notre questionnement. Le monde n'est pas quelque chose qui nous est donné, c'est une chose à laquelle nous prenons part en fonction de notre manière de bouger, de toucher, de respirer, de manger. C'est ce que Francisco Varela appelle la cognition incarnée, en tant qu'inaction. Voilà. Alors maintenant, la preuve de ce positionnement, le point de vue des sciences cognitives varéistes remettent en question donc que l'information arrive sur la rétine, qu'elle arrive sur une zone particulière, peu importe les noms, le corps genou et latéral, qu'elle arrive au cortex et qu'elle est transmise au reste du corps. Alors que dans la vision, regarde, c'est un schéma qui parle tout seul, la vision de l'énaction, 20% seulement, quand je vous parle, c'est pour ça qu'il ne faut pas parler longtemps, quand je vous parle, 20% vous perturbe et 80%, avec 80% de tout ce qui vient de votre histoire, 80%, et voyez les allers-retours importants qui existent. Donc c'est un dialogue, c'est une quotidienne partie qui existe en vous en ce moment, en nous, qui font que 80% du sens de ce que j'essaie de passer sont créés par vous. 80%, 20%, faut être modeste quand on apprend. C'est pour cette raison que cette apprenance par Virdis et à mon avis au cœur ne peut qu'être au cœur du sujet, puisque 80% vous faites quelque chose que vous faites émerger en faisant, et c'est ça ce que disent les sciences cognitives. Donc vous voyez le film de ce qu'ils ont fait d'ailleurs, observer le fonctionnement de l'esprit avec la magnéto-encéphalographie. Voilà, donc tout ce courant, qu'est-ce qu'il dit Bourget? Paul Bourget est quelqu'un qui est, que certains connaissent peut-être, qui s'occupe du président de l'UNITWIN à l'UNESCO, Complex System Digital Campus, qui est le président, qui a travaillé avec Francisco Varela, c'est pas le mot, qui a été inspiré, qui a traduit les livres Autonomie et Connaissance, l'inscription corporelle de l'esprit, il a travaillé dans cette mouvance, il est vivant lui, et d'ailleurs je lui ai parlé de notre rendez-vous, nous avons concocté ce diaporama, il m'y a aidé. Donc, voilà ce que je disais, je reviens, j'ai une pensée bouclée pour vous y faire, mais ce que je disais aux étudiants de l'école de commerce dans les années qui ont 20 ans grosso modo et qui sont arrivés en maturité, et ces idées les miennes,
qui aboutissent dans ce livre, tout esprit s'éveille dans un monde. Nous n'avons pas conçu ce monde. Nous nous trouvons seulement en lui. Nous nous éveillons à la fois à nous-mêmes et au monde que nous habitons. Nous réfléchissons sur un monde qui n'est pas fait, mais trouvé. Et pourtant, c'est notre structure qui nous permet de réfléchir sur ce monde. Nous nous trouvons donc, lors de cette réflexion, dans un cercle. La reconnaissance de ce cercle ouvre un espace entre soi et le monde, un espace ouvert, un entre-deux, entre intérieur et extérieur à reconnaître. Nous sommes dans un monde qui semble avoir été là avant que la réflexion ne commence, mais ce monde n'est pas séparé de nous. Francisco Varela. Comme je cite Bourgine, qui est donc ce président du Lithuanie, il me disait, comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, nous connaissons beaucoup de choses sans connaître l'acte de connaître tout cela. Maintenant, à connaître sans connaître, on ne connaît que de façon relative et l'on sait bien moins réviser et mettre à jour ses connaissances quand le monde change. Est-ce qu'un être humain peut être ouvert? Peut-on avoir un esprit ouvert sans être conscient de ses propres mécanismes? Oui? D'accord? Alors, que disent les sciences cognitives? Eh bien, le faire-face immédiat est le lieu du concret de l'autonomie. Et quand personne ne peut me dire ce que je dois faire, là, vous me regardez parler, vous m'arrêtez de parler surtout, mais il n'y a que moi qui perçoit, qui ressent, qui éprouve un sentiment, un état global qui me fait dire je suis bien, pas bien, et c'est à moi de décider. Donc, les sciences cognitives, pour comprendre que disent les sciences cognitives, il faut comprendre la cognition en fonction de la manière dont la signification naît de ce tout autonome qu'est l'organisme. Le slogan, c'est bien le slogan, on s'en souvient. Il me disait un étudiant, il me disait, moi je me souviendrai de tout ce qu'on a fait ensemble, je me souviendrai que de ça. Toute action est connaissance, et toute connaissance est action, parce qu'à partir de là, il pouvait naviguer dans ce que nous avions fait. Alors maintenant, je fais face à cette situation que vous m'avez proposée, et c'est intéressant parce qu'il y a la perception de l'extérieur et la perception de l'intérieur côte à côte en temps réel. Je dois vous dire, je vais faire juste un aparté, que j'ai été, désarçonnée parce que quand vous m'avez envoyé le document, et c'est intéressant de pointer, ces deux visions étaient collées. Et pendant vraiment plusieurs jours, je revenais vers ça et je me disais, mais je ne comprends pas, je n'arrive pas à avoir l'ombre d'une conscience de quelque chose. Et j'ai fini par associer et à faire émerger des connaissances que je vais développer rapidement tout à l'heure, qui m'ont permis de comprendre et de faire demander aux techniciens de séparer les deux images. Pourquoi? Parce qu'entre ces deux images, ça paraît évident, mais ça ne l'est pas. J'ai le temps de réfléchir, j'ai le temps de penser. C'est le même phénomène que lorsque, vous savez, on met des guirlandes lumineuses le jour de fête où le vert et le rouge alternent. Vous savez bien, vous avez exploré ça et expérimenté que vous voyez que la couleur est continue. Il n'y a pas de séparation entre. Eh bien, ce temps parce qu'en fait, le vert, supposons que le vert et le rouge, vert, rouge, soit de la guirlande. Donc le vert, au moment où je regarde le rouge, est encore imprimé sur la rétine, dans mon esprit. Et il vient se coller à la perception de la couleur suivante. Et c'est ce phénomène phi qu'on appelle, qui permet que l'on nomme conscience. C'est ce temps permis par le fonctionnement neuronal qui permet de faire de faire un retour, c'est pas ça, de faire émerger une pensée. Voilà. Et ça, je l'ai prouvé, c'est intéressant. Vous trouvez pas? J'ai trouvé intéressant de se comprendre, bien que sachant, c'est ça que je veux vous dire, bien que sachant, ayant connaissance de la connaissance de ce phénomène phi, me trouvant face à une situation que je jugeais, que j'éprouvais comme incompréhensible,
je ne pouvais pas faire de commentaires. Eh bien, au bout d'un moment, donc le temps est nécessaire à la pensée, ce temps, eh bien, m'a permis de faire surgir une explication. Vous voyez, action, observation. Voyons si vous suivez, non, surgissement du phénomène et explication. Il suit. Bon. Donc vous voyez que c'est un mode d'apprenance, en fait, cette boucle, qui est une fois qu'on l'a mangée, qu'on l'a apprise, qu'on l'a vécue, on l'a expérimentée, parce qu'en fait, les sciences cognitives inactives s'appliquent à quoi faire? À comprendre l'expérience, hein. La nature de l'expérience, c'est ça l'esprit. Qu'est-ce qu'on dit d'esprit? Qu'est-ce qu'on dit de faire une expérience? Voilà, donc ça c'était un petit détail qui m'a occupé l'esprit pendant quelques temps, et j'étais contente d'avoir appris en marchant avec vous. Voilà ce que je voulais dire. Bon, après, qu'est-ce qu'on dit? Alors maintenant, voilà, ma question face à ce phénomène, parce que j'ai étudié la virtualité de l'esprit dans les sciences cognitives, dans le texte, dans le raisonnement, mais entre le raisonnement et l'apprendre en faisant, il y a un gouffre. Donc, ma question face à ce phénomène, où j'ai appris, je vous répète, le moi virtuel, quelle est ma question? Voilà. Oui. Est-ce que le monde simulé est suffisamment proche du monde réel pour que l'apprentissage soit presque aussi efficace dans le monde simulé que dans le monde réel? Voilà, c'était ma question. Après, alors, Johan, moi l'hypothèse, vas-y. C'est la seule. Ah oui, c'est une bonne idée. Vas-y. Non, mais c'est la participation. Cette situation d'apprenance visuelle rapide en contraignant un novice à classer les problèmes plutôt que de chercher à les résoudre facilite la culture de l'intuition. Point. Suivant. Malédiction. Un va-et-vient vertueux entre ces deux perceptions extérieures et intérieures me permet de décrire et expliquer la nature du monde qui surgit de l'action. Oui. Et voilà, donc, le dernier que je m'arrêterai. Vous m'entendez sans micro, non? C'est enregistré. Ah, pardon. Bon, ce que je vous passe, c'est, je vous dis, les dernières pensées de Francisco Varela. Donc, c'est d'importance. Ce sont attends, juste avant, les 4 phares. Il m'a dit, Michel, vas-y, travaille ça. Et donc, je suis émue en vous disant, parce que c'est un héritage, et je pense que vous devez le manger, le connaître, et dans vos pratiques personnelles. 4 phares pour l'avenir des sciences cognitives, voilà ce qu'il faut retenir. Et je vais être succincte, vous pourrez avoir Alors, le premier point clé pour lui à retenir, c'est le point de l'inscription corporelle. Je vous signale qu'il a écrit un livre qui s'appelle L'inscription corporelle de l'esprit. Le point clé et ce point clé, la chose à retenir, c'est que l'esprit n'est pas situé dans la tête. Voilà. Une expérience le montre, c'est celle des chatons, peut-être que vous connaissez. Vous connaissez ou pas l'expérience de Held? Non. Donc, ce sont 2 chercheurs dans les sciences cognitives qui ont fait cette expérience que rapporte Francisco. On met 2 chats qui viennent de naître, donc qui sont aveugles à la naissance, non pas parce que la vue le système est atteint. Non, tout le monde apprend à voir, y compris les chats. Donc aveugles à la naissance, et ces 2 chats sont mis dans un petit chariot que l'on traîne dans un espace fermé, que l'on traîne autour d'objets qui sont posés au sol. En fait, les chats sont sur le petit chariot. De temps en temps, on libère un chat et l'autre reste, comment on dit, il reste sur le chariot. Donc, celui qui est libéré, bien sûr, explore, se balade, etc. Et au bout de 2 mois, qu'est-ce qu'on fait? On libère les 2 chats. Et qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on observe? Hein? J'entends pas.
Hein? Allez, lancez-vous, risquez-vous, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on observe? Hein? Comment? Question entièrement fermée. Donc Oh. On va supposer, donc on va imaginer Oui. qu'il y a une interaction entre les deux êtres et que l'échange se fait ainsi. Ah, ça, je n'y ai pas pensé. Oui. Il y a une autre idée? Attendez la truc des deux chats. Non, alors, je vais faire ça. Qu'est-ce qu'on observe? C'est que le chat qui était immobilisé se casse la figure, disons vulgairement, sur les objets, qu'il ne les voit pas. Il n'a pas appris à les voir. Donc, ce qui prouve bien que l'esprit, bon, il n'y a pas les cerveaux dans les pattes, mais ce qui prouve que l'esprit n'est pas dans la tête, la connaissance est inscrite dans le corps et énactée, c'est-à-dire que c'est une connaissance qui surgit en faisant avec un extérieur, un environnement et une caractéristique intérieure. D'accord? Ça va ça? 2. Le point clé d'émergence. Alors, comme dit Francisco, c'est un point très difficile à comprendre. J'ai mis beaucoup de temps. Parce que je vous signale à parler de 4 phares comme ça, des sciences cognitives, moi j'ai mis, non pas parce que je suis professeur de gym, mais j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. Matin, midi et soir. Donc, n'ayez pas peur. Il faut retenir ça par rapport à ce que vous présente Virdis. Mais c'est fondamental quand même, hein, mais ça demande du travail, d'exploration, de travail pour bien s'approprier, manger ces concepts. Alors, 2. Le point de vue de l'émergence, il dit que c'est l'un des plus durs à comprendre. On ne peut dire de l'esprit qu'il existe et qu'il n'existe pas. La cognition est émergente et inactive, bon, cause d'intermission, les éléments neuronaux locaux et les sujets cognitifs, c'est difficile. Donc on ne peut dire que l'esprit qu'il existe, qu'il n'existe pas. Il prend l'exemple de la couleur pour expliquer que la couleur n'est pas quelque chose qui est extérieur à nous. Il y a plusieurs expériences qui le démontrent, qui montrent que la couleur, c'est quelque chose qui surgit de ma cohabitation avec un extérieur qui est je vous raconte une histoire, c'est plus simple que le discours technique. Je suis née dans le Midi, comme vous l'avez compris, j'ai vécu principalement en Algérie, mais en France aussi. Donc les couleurs pour moi sont mes couleurs, qui sont comme le chat, qui sont imprégnées, qui sont incarnées. C'est le blanc, c'est le jaune, principalement. J'arrive en Bretagne et j'ai une voiture Bagheera orange, une Fiat jaune, une Fiat petite boule, c'est une Fiat jaune, et je suis dans un environnement breton, à Rennes, et je peins mes volets en blanc. J'ai du carrelage partout dans la maison, les gens me font des remarques, me disent là c'est un hôpital, votre maison, tout en blanc, comme ça. Je dis non, c'est pas grave, ça va. Alors, bon, d'accord, les années passent. Les volets sont un peu décrépits, il faut penser à repeindre. Et là, je vis depuis un moment. Donc déjà, comme les chats, j'ai fait bouger, j'ai fait émerger d'autres plaisirs, d'autres teintes qui sont venues titiller mon histoire, ma mémoire. Et donc là, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas le dire, mais ça a émergé. C'est ça le concept d'émergence. J'ai fait appel à un architecte breton. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous pensez de mes volets blancs là? Il dit oui. Bon, mais vous, moi je vous pense un bleu. Il m'a proposé un bleu que je ne voyais pas. Je ne le percevais pas, comme les chatons. Ce bleu que j'appelle le bleu breton, eh bien j'ai compris qu'il était en harmonie, en vivant ici, dans ce pays, dans cette région, j'ai compris qu'il était en harmonie avec le gris des ardoises, qu'il était plus harmonieux donc, plus convenable, plus viable, et je m'y suis habituée. Donc j'ai augmenté mon champ chromatique. Je savais que le blanc, c'était bien, c'était moi, c'était ma maison. Je savais aussi qu'il y avait d'autres mondes chromatiques et j'ai ouvert. Ça veut dire que quand je vois une voiture maintenant, à Rennes,
Bien, d'abord, il y a peu de jaune. Mais je sais, j'ai appris, j'ai fait des différences, comme les deux visions là. J'ai la conscience de savoir faire émerger des connaissances en fonction des situations. C'est pour cette raison qu'on appelle les sciences cognitives et énactives des sciences cognitives situationnistes. Parce que c'est de la situation qu'émerge le sens. Ça va là? Donc, à partir de règles locales, se met en place, de règles locales, pensez à l'exemple que je viens de donner, se met en place un état global qui ressurgit sur mon état local par d'autres voies et qui font émerger un certain type de connaissance. Ça va? Pas facile, mais bon. Voilà. L'autre point, c'est le point de vue il y en a 4, de l'intersubjectivité. Cet esprit, c'est cet esprit-là. Par exemple, prenons-moi. La cognition est générativement énactée. Codétermination des moi autres. On prend un exemple, ce slogan. Vous savez que lorsque nos sens, vision, audition, tous nos sens nous permettent d'entrer en relation donc, avec l'environnement. Et en fonction de notre histoire, on est affecté par des situations et pas par d'autres. On a des dispositions, des étiquettes, j'aime pas, je mets au niveau du neurone, il va à droite, il va à gauche. Donc ces notions d'affect sont très, c'est ce qu'ont découvert les sciences cognitives, c'est qu'elles sont premières. Avant même de savoir exprimer quelque chose, ma façon de faire émerger du sens, elle est pré-néotique, elle est avant les mots. Donc avant que je sache quelque chose, je suis déjà affectée. Cet affect, c'est très important. On le découvre aujourd'hui dans l'épigénétique, par exemple, cette science de biologie qui montre en quoi l'environnement a une influence sur le gène et en quoi, justement, c'est une belle philosophie qui s'annonce, en quoi notre faculté à négocier avec l'environnement notre plaisir favorise soit le suicide cellulaire ou soit la vie. Donc, tout ça, cette notion d'affect, je vous donne l'exemple de Francisco, l'expérience qu'ils ont faite, l'expérience du petit chevreau. Vous savez que les chevreaux, à la naissance, la maman le lèche. Nous, pas, on ne fait pas avec la loi. Mais donc, ces mécanismes sécrètent comment dit-on, par les neurotransmetteurs, transmettent des états, enfin, font surgir des états qui, s'ils ne sont pas faits, on observe que le petit chevreau, par exemple, je m'exprime mal, je recommence. On enlève le petit chevreau à sa naissance de sa mère qui ne peut pas le lécher, donc les mécanismes en question ne se produisent pas. On le remet quelque temps avec sa mère, et qu'est-ce qu'on observe plus tard? C'est que le petit chevreau n'a pas de comportement social adéquat. Il s'isole. Donc l'affect, cette notion que Francisco met au cœur de l'intersubjectivité, comme ce qui nous relie, là, vous êtes affecté par ce que je dis, vous devez avoir assez, mais donc, veut dire que l'affect est premier dans la relation, avant même qu'on le sache. Et le dernier point, la circulation, le point clé de l'intersubjectivité. Alors, le point de la circulation, eh bien, c'est un point de la conscience, parce que pour dire qui j'ai dit qui j'étais, mais je dis qui j'étais avec vous, moi, je parle, mais tu es là, et c'est parce que tu es là que je fais émerger un jeu. Et ce jeu, quand je passe de moi à toi et à nous, c'est ce qui nous permet de dire que la conscience est une affaire publique. La conscience est complexe, c'est la codétermination des descriptions à la première, je, et à la troisième, nous. Voilà les 4 phares qu'il faudra travailler si vous en avez le goût. Et voilà, on arrive à la fin. C'est quel est le projet de cette apprenance?
Eh bien, pour ce que j'en ai compris de cette virtualité d'esprit, c'est qu'elle permet de devenir. Quel est le projet de cette apprenance après? Quel est le projet de cette apprenance? C'est devenir de moins en moins novice dans l'apprenance de mon choix, dans la mesure où on simule, où le cerveau fait sans arrêt, c'est prévoir. Eh bien, à partir du moment où on est capable de se confronter à des environnements imprévus, eh bien, on fait surgir, on fait émerger une connaissance qui est tout le temps dans la dynamique, tout le temps dans le renouveau. Ça nous rend plus flexibles, plus humains. Non? Peut-être. Voilà. Merci. Merci. Dans la salle, il y a il y a pas mal de personnes qui travaillent dans le monde de l'information. Est-ce que beaucoup d'entre vous ont travaillé sur la manière dont fonctionnait le cerveau pour améliorer la mémorisation? Bon, je sens que Philippe a quelque chose à dire. Non. Juste, je disais qu'effectivement, en venant de l'éducation, dans le domaine sportif, l'éducation sportive, Corporelle. sportive, De l'esprit. on voit bien les phases chronologiques en fait, de l'apprentissage qui sont éducatives, puis formation, puis après, ce que j'appelle professionnalisation. Et c'est ça où on en est à cette phase-là, je pense tous. On est plus scolaire, on est dans cette phase de professionnalisation où on a développé par l'éducation notre capacité à comprendre, à évoluer. Par la formation, le point sensible sur lequel on est peut-être appelé à travailler. Et puis dans la professionnalisation, c'est maintenant il faut que je fasse. Et c'est ça que j'entends dans ton discours, c'est par cet apprentissage de cette make-up, chose que l'on fait, que l'on évolue tous. Et en plus, j'ajouterai à tout ça le collaboratif, qui effectivement est une source d'accélération du phénomène. Voilà. Donc moi, c'est un peu comme ça que je résume ce que tu viens de me présenter. Et puis, comme toi aussi, ma chromatologie, je ne sais pas comment on dit exactement, elle est plutôt blanche et jaune, parce que je viens du sud, mais il y a un petit peu de bleu quand même, parce que la mer est là. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Je t'ai vu venir. Non, moi je m'étais arrêté simplement aux trois leviers qui nous permettent à nous de faire l'ancrage mémoriel à long terme. Et les sciences cognitives, je n'étais pas allé aussi loin, mais c'est très bien, c'est intéressant, ça permet de s'ouvrir aussi un petit peu. Et on est plutôt pragmatique. Alors moi je suis militaire à la base, donc c'est très carré, très cartésien, donc, mais on sait que sur les trois leviers sur lesquels on peut travailler dans les sciences cognitives pour faire l'ancrage mémoriel, on s'appuie soit sur l'émotion, parce que l'émotion c'est effectivement le meilleur facteur, c'est même d'ailleurs le premier, mais c'est aussi le plus dangereux. C'est-à-dire que c'est celui qui nous permet de faire de l'ancrage très rapide, mais si on en met trop, on fait de la surcharge cognitive et au final on obtient l'effet inverse, parce que le cerveau est une belle machine, mais qui nous apprend à nous protéger d'elle-même. Alors je vous fais un exemple concret. Si Denis vient aujourd'hui tout nu, avec une plume dans les fesses, vous parlez des sciences cognitives, jusqu'à la fin de vos jours, vous vous rappellerez de la prestation. Voilà. Parce que, effectivement, en termes d'émotion, je vous aurais touché. Donc ça, c'est une émotion qui est positive. Hein, ou pas, mais en tout cas, vous allez la retenir celle-là. Un deuxième exemple concret sur l'émotion, là c'est plus le domaine militaire qui parle et puis le pompier que je suis. Lorsque les deux avions ont percuté les tours jumelles il y a quelques années de ça, tous autant qu'on est, quand on a vu ces images pour la première fois, là si on essaie de se remémorer ce qui s'est passé, on sait tous où on était, avec qui on était, ce qu'on était en train de faire. Et ça montre bien en fait que cette émotion qu'on n'attendait pas,
ben, elle a fait un ancrage mémoriel à long terme. Alors on peut parler de la naissance d'un enfant, on peut parler de toutes ces choses-là qui effectivement vont faire des ancrages mémoriels à long terme. Et nous, dans notre métier, on utilise cette émotion pour apprendre à nos gens à apprendre sans savoir. C'est-à-dire que apprendre, c'est comprendre. Faire, c'est comprendre, et comprendre, c'est apprendre. Donc là, on est déjà dans le deuxième levier dont on parlait tout à l'heure et dont Francisco Valera ne cesse de répéter, hein, que c'est en cheminant qu'effectivement on apprend. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que si on veut comprendre quelles sont nos limites, ben, il faut aussi qu'on aille jusqu'à la limite de nos émotions pour qu'on sache jusqu'où on est capable d'accepter ou pas l'ancrage mémoriel. Et le dernier levier, ben, c'est la répétitivité, c'est celle que tout le monde utilise au quotidien, c'est répéter, 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 re-répéter sans cesse. Mais si on répète toujours la même chose à quelqu'un et qu'il ne l'a pas compris la première fois, il ne comprendra pas la deuxième non plus. Donc il faut le faire de façon différente à chaque fois, ce qu'on appelle le blended learning. Et donc si on mélange ces trois leviers, en tout cas c'est ce que moi j'ai retenu des sciences cognitives, c'est qu'en jouant sur ces trois leviers que sont l'émotion, voilà, la répétitivité et puis la compréhension de l'action, ben on arrive à faire de l'ancrage mémoriel à long terme. Et quand j'enseigne à mes instructeurs, non pas les sciences cognitives, mais l'art d'enseigner, je leur dis quand tu sors de la pièce et que tes élèves, tu les entends dire en fait je savais tout, j'ai rien appris aujourd'hui. Ben sache que là tu étais bon. Voilà, parce qu'il est fini le temps où on était le sachant qui distribuait le savoir. Il faut maintenant faire en sorte que l'apprenant chemine et retienne. Je l'ai exprimé avec mes mots à moi, mais je pense que je ne suis pas très loin de votre pensée. Alors, quelqu'un d'autre veut prendre la parole sur... Je vous propose de passer à la deuxième intervention.